pour entreprendre au Mali n'est pas chose aisée. C'est dans ce cadre que la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté, en partenariat avec Diogo Labs Bamako, a organisé un panel dénommé Écho des entrepreneurs. Cet espace d'échange et de partage d'expériences a vu la participation de plusieurs jeunes. Malgré les efforts consentis pour développer ce secteur, selon Madame Traoré Oumou Traoré, présidente réseau culinaire, genre et développement, également opératrice économique du tourisme culinaire et propriétaire de la vieille marmite, restaurant école. Les politiques ont cassé toute ambition chez les enfants qui souhaiteraient entreprendre. L'esprit de créativité là, le Mali regorge des talents. L'artisanat malien est très riche, mais c'est un secteur qui n'est pas exploité. Et la façon dont les politiques, les 30 dernières années là, ont tué le pays, ils ont cassé toute ambition chez nos enfants, nos jeunes. Et nos mamans sont les plus qui en souffrent parce que nous avons des soucis. Sur nos épaules frêles, donc on a des soucis du partenariat avec nos maris, nos époux, donc et les enfants là, c'est eux, la succession, donc il faut entreprendre. La terre ne ment pas, par exemple. Nous avons la terre chez nous, nous avons le soleil chez nous, nous avons les ressources humaines qu'il faut chez nous. Donc la démographie est à notre faveur. L'Afrique, en tout cas, et l'émergence de l'Afrique, c'est cette jeunesse-là. Donc il faut que cette jeunesse croie en soi. Je ne peux qu'encourager cette jeunesse-là à travailler, à croire en eux, à se mettre en réseau par secteur. Donc, et ce réseautage-là, c'est indispensable aujourd'hui. Qu'on le veuille ou pas, on est obligé de se donner les mains, mais pas dans le désordre. Donc, et dans ce cas, ils se battent ensemble pour un objectif défini. Donc, ils développent des idées avec lesquelles ils peuvent vraiment aller de l'avant, mais il ne faut pas qu'ils suivent de façon aveuglée les politiques par rapport à ce qu'ils peuvent leur donner tout de suite selon leurs besoins, par rapport à leur voix. Mais les élections passent, mais après, c'est les élus qui positionnent les nommés. Les nommés sont qui? La plupart, parce que le système qui vient d'être renversé là, c'est le Mali des élus et des nommés depuis 30 ans. C'est les élus et les nommés. Mais et le secteur privé, les PMI, PME, ils en parlent. PMI, PME, donc et le pays ne peut pas se développer sans le développement des secteurs de métiers. Je ramène à mon côté les métiers de l'art culinaire, donc la transformation agroalimentaire du champ à l'assiette, et c'est dans l'assiette, et c'est le culinaire qui porte toutes ces étapes de la chaîne de valeur de la transformation agroalimentaire. Mais les politiques sont plus puissants avec les nommés. Donc, ils mettent l'instrumentalisation des mots et finalement, quand tu demandes, chaque jeune, quand tu leur demandes aujourd'hui, ils disent « Moi, je suis dans la transformation agroalimentaire. Moi, je suis dans… » Quand tu demandes les femmes entrepreneurs qui doivent aller, elles te disent « Je suis dans la transformation agroalimentaire. » C'est instrumentalisé, on ne sait même pas où est quoi. Et de cette façon, le secteur de la restauration qui est au bout de la chaîne des valeurs, cette chaîne des valeurs qui consomme et valorise tous les efforts des différentes étapes de la transformation agroalimentaire, est souffrant, est orphelin. Donc la restauration, tout le monde est devenu restaurateur, restaurant. Et de cette façon, la corruption a fait qu'il y a plus de restaurants sur clé USB que de restaurants installés en réalité. Et quand on parle de PMI, PME, et ce sont ces restaurants sur clé avec l'attitude du juge et parti imposée au peuple et aux contribuables maliens par rapport à la mauvaise gouvernance. Et là, ce sont ces mêmes entreprises sur clé USB, copie, collée, reproduit, donc qui bénéficient des renforcements des capacités et des compétences. Et nos entreprises qui sont là, PMI, PME, tous les jours on parle, mais dans la réalité, c'est pour vraiment tuer nos entreprises à petit feu. Et ensuite, les commandes publiques, sont attribuées à ces entreprises-là. Ils ne peuvent pas le faire vis-à-vis. Quand il y a des grands événements, on va importer des restaurants du Sénégal pour venir faire la restauration ici, comme s'il n'y avait pas de grands restaurants, comme il n'y avait pas de compétences, comme il n'y avait pas de capacité au Mali. Donc le Mali, en tout cas, on est dans cette négociation. Nous du secteur privé, on est des acteurs du secteur privé, on est des employeurs patronnes, femmes,
du secteur privé, nous estimons que nous devons aussi être à nos places pour négocier, en tout cas, et notre représentativité, nos réalités dans le cadre de notre partenariat avec l'État qui vraiment est là, mais c'est nous. Et nous sommes en train de négocier. Personne n'est contre personne. Ce régime doit changer. Et le renversement est fait. Mais les enracinements qui sont là, il faut que tout le monde soit vigilant. On continue à partir. Les têtes sont allées, mais ça ne veut pas dire que c'est fini parce que les racines qui sont basées là continueront à essayer d'aller dans le désordre pour empêcher le Mali de partir. Le Mali, c'est qui? C'est nous tous. Mais nous devons avoir cette conscience, en tout cas, en tant que parents, pour tenir cette succession en confiance, pour les aider et pour être des lumières et en communiquant sincèrement avec eux pour leurs orientations. Donc, et c'est ce mot que je partage avec tous les cibles, avec nos partenaires techniques et financiers. Donc, ils doivent comprendre le fonctionnement et nous restons là. Donc, ils sont là parce qu'il y a l'État. L'État Mali est là et on va continuer. Nous sommes là et nous allons continuer à négocier vraiment dans les réclamations de ceux qui doivent nous revenir de droit. Contrairement à la dame, M. Alioune Ifrandjaya, réalisateur et opérateur culinaire malien, quant à lui, explique les difficultés qu'il a rencontrées au cours de sa carrière. J'ai été étonné d'être invité sur ce plateau parce que je pense que c'est les réussites qui sont invitées sur ce plateau. Parce que moi, je me considère comme un échec toujours. J'ai démissionné, j'ai créé Blomba, un lieu de diffusion de la culture, qui pouvait se transformer en plateau télé, en lieu de diffusion de spectacles vivants, en lieu de formation de différents corps techniques liés à la culture. J'ai construit le lieu en ayant un prêt bancaire avec la BMS, à peu près 100 millions, contre-garanti par la PEJ. Et puis un autre prêt de la BDM à peu près 200 millions, plus fonds propres 300 millions, à peu près 800 millions pour construire ce lieu. Et je pense en 2 ans, c'était devenu une référence dans la sous-région. Mais le lieu, l'espace, j'ai construit sur un espace qui ne m'appartenait pas. C'est-à-dire, c'était un deal que j'avais fait avec une personne qui avait un bail avec la commune de l'époque. Ne pouvant pas mettre en valeur le lieu, on s'est mis d'accord que moi je vais mettre le lieu en valeur, je garde le commerce et je lui verse une rémunération mensuelle. On s'est mis d'accord là-dessus. Et quand on a bien avancé, que le lieu a été mis en valeur, et on a pu transformer l'espace en titre foncier, c'est là où les problèmes ont commencé. Et la personne a profité de la crise de 2012 pour pouvoir vraiment me faire sortir. Et comme il y avait un lien familial dans le jeu, je n'ai pas voulu pousser. Je ne suis pas allé en justice. J'ai démonté ce que je pouvais démonter en matière de matériel technique de la salle et j'ai remis la clé du lieu et j'ai dit je reprends à zéro et c'est ce que j'ai fait. En tout, l'autre Blomba, c'est 600 millions le prêt. Je devrais rembourser environ 1 milliard sur les 600 millions. C'est-à-dire sur 15% plus les tapes et tout, c'est énorme. Donc c'est vrai que les gens, c'est pourquoi les gens se méfient des prêts bancaires. Mais malheureusement, si on n'est pas héritier, c'est le passage obligé. Voilà, c'est le passage obligé. Et pourquoi j'ai pris le risque de construire sur un lieu qui ne m'appartient pas? Mais moi, je considérais que ce lieu m'appartenait, d'autant plus qu'il y avait une convention d'accord de l'exploitation du lieu. Bon, dans ce cas-là, moi, je ne me pose plus de questions sur ce lieu ne m'appartient ou ne m'appartient pas. Je me suis dit, je veux atteindre un objectif. L'objectif était très clair pour moi et l'utilisation de ce lieu-là faisait partie. Et la personne avec laquelle je collaborais sur l'exploitation du lieu, les termes de la collaboration étaient très clairs. À un moment donné de l'évolution du projet, je me suis permis d'inviter des ministres pour venir voir le niveau de
d'évolution du projet et l'objectif qu'on voudrait atteindre, en disant aussi en même temps que le temps que je rentre dans un marché sous-régional, on va commencer par une chaîne de télévision qui va être totalement dédiée à cela. Et j'avais fait venir en même temps le représentant de l'UNICEF et tout, etc., etc. Et je pense que 2 semaines plus tard, 2 semaines, pas 1 mois, pas 3 mois, pas 4 mois, 2 semaines plus tard, mon banquier a commencé à me dire, bon, Alioune, nous, on n'est plus dans le projet. Est-ce que vous pouvez voir comment vous pouvez commencer à nous rembourser? Et j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Bon, il y a des gens quand même qui vous aiment dans le réseau malgré tout. Et puis j'ai dû me battre, connaître les informations. Et puis j'ai un ami qui me dit, bon, ne te bats pas parce que il a été décidé que ce projet ne verra pas le jour. Au dire de M. Moussadek Bali, patron de la chaîne hôtelière Azalea, pour entreprendre, il faut une vision. Bamako, construit en 1952 sous la colonisation française. On a eu la chance de gagner cet appel d'offres. On a rénové l'hôtel. Ça a très bien marché. Ensuite, l'État nous a vendu ici le terrain où on a construit ce deuxième hôtel. Et puis en 2005-2004, on est allé au Burkina, 2007 en Guinée-Bissau, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on est parti d'un hôtel, 77 chambres, 60 collaborateurs, il y a 26 ans, en 1994. Et maintenant, nous avons une dizaine d'hôtels dans 6 pays. Nous employons directement environ 900 collaborateurs et indirectement environ 3000. Alors vous allez me demander, mais j'étais dans le négoce, dans une entreprise familiale, j'avais une vie tranquille, oui c'est vrai. Pourquoi prendre des risques? La première des choses qu'un entrepreneur doit avoir, c'est d'avoir une vision. C'est le point de départ. Il faut savoir ce que vous voulez faire. Et moi, dès le départ, je ne voulais plus faire du négoce parce que je sentais que je n'apportais pas beaucoup à mon pays. Ensuite, lorsque j'ai décidé d'investir dans le tourisme, ma vision était de créer une chaîne hôtelière panafricaine parce que j'aurais pu aussi acheter l'hôtel, le rénover et signer un contrat de gestion avec une de ces grandes marques internationales que vous connaissez. J'ai décidé de ne pas faire cela. J'ai fait venir bien sûr des gestionnaires. Au début, j'ai fait venir que des expatriés parce qu'il fallait apprendre. Il ne faut jamais avoir honte d'apprendre, nous les jeunes. Il faut toujours apprendre. Il faut toujours se faire entourer des gens plus intelligents que vous. Parce que c'est comme ça que vous pouvez progresser. Donc, j'ai jamais moi-même géré les hôtels parce que je n'étais pas un hôtelier. Je suis un financier, j'ai fait des études supérieures en finance. Je sais faire un business plan, discuter avec un banquier. Tous les banquiers qu'Alioune a cités, je les connais, je travaille avec eux, BIDC, BOAD, le FSA Niamey, Fonds de solidarité africain, qui a d'ailleurs garanti cet hôtel-là quand on l'a construit en 1997. Le secteur privé est le moteur du développement économique, également synonyme de croissance et d'innovation. La vie, c'est une bias de priorité. Ce n'est pas le secteur privé qui réagit au secteur public. L'État réagit aux besoins du secteur privé. Le secteur privé est le moteur du développement. Il génère des capitaux pour les investissements et crée de la productivité, des emplois et des revenus et enfin et surtout des impôts pour les autorités fiscales. Le secteur privé est synonyme de croissance et d'innovation. L'État est là pour créer le cadre approprié pour cela. Il fixe les règles du jeu et doit réguler la compétition de manière équilibrée. Il garantit l'égalité sociale et les normes environnementales.
Cependant, le gouvernement n'est pas là pour gêner le secteur privé avec des procédures bureaucratiques inefficaces. Il n'est pas non plus là pour remplacer le secteur privé. Il prélève des impôts, mais n'enchaîne pas les entreprises. Il doit supprimer largement les subventions et encourager la concurrence. Il s'agit d'une compréhension libérale de l'économie, de marché et du secteur privé qui peut représenter une image idéale dans le Mali et peut-être encore loin. Cependant, cette compréhension du secteur privé est un idéal important qui doit être réalisé. L'indice Doing Business de la Banque mondiale classe le Mali au rang 144 sur 190. Bien qu'il est relativement facile d'enregistrer une entreprise ici au Mali, il est beaucoup plus difficile d'obtenir de l'électricité, le courant pour l'entreprise ou un prêt commercial. À noter que l'objectif principal de ce panel sur Écho des entrepreneurs est de permettre aux jeunes de bénéficier des expériences des professionnels dans le secteur de la création d'entreprises.